Ce soir, Barry Lyndon, un film très particulier dans la filmographie de Kubrick. C'est un peu un film intimidant. Il a ce statut pour plusieurs raisons. D'abord parce tout a commencé par son échec public, en fait, à part en France, exception culturelle toujours. C'est le plus grand échec au moment de sa sortie qu'a subi Kubrick, alors qu'il a été quand même plutôt bien accueilli, en tout cas comme objet plastique, comme objet esthétique, pas forcément sur le fond, sur son propos. Et du coup, autant beaucoup de classiques, de jalons dans la carrière de Kubrick vont bénéficier de ressorties relativement régulières, tant que Barry Lyndon va un peu disparaître, à part sa réputation qui, elle, va grandir. Il y a quand même le home vidéo, la VHS, puis le DVD, mais il va très peu sortir en salle. Je pense que soit vous découvrez le film ce soir, soit si vous l'avez vu en salle, ça doit faire un certain temps. Mais vous avez peut-être le découvrir autrement par ailleurs. Donc ça a un peu éloigné comme ça le film, et en même temps il avait cette réputation, mais les grands fans de Kubrick pensent que c'est un des meilleurs, c'est au niveau de 2001. Qu'est-ce que c'est que cet objet assez étrange. Donc on est très très heureux de le présenter ce soir avec l'aide de quelques amis peintres, vous allez voir. Ce film de Kubrick, comme tous les films de Kubrick, reste unique en son genre, un peu indépassable. Il est sa propre fin, son propre commencement, sa propre déploiement, et il reste tout à fait unique. Alors, ce film qui a donc un peu fait peur par sa durée, son sujet, 18e siècle, pas un film de KPDP apparemment. Qu'est-ce que ça peut bien nous raconter? Alors comme toujours avec Kubrick, ça commence par son rapport à la littérature. Kubrick lit beaucoup, au hasard, toutes sortes de romans. Là, pour le coup, ça peut être des romans de gare ou des romans populaires. Là, il s'attaque à un grand auteur. Il a découvert William Makepeace Thackeray. Deux livres sont plus connus. Enfin, un livre est plus connu que celui-là, c'est Vanity Fair, la foire aux vanités. Mais enfin, ça reste un auteur très peu connu quand même, en dehors des pays anglo-saxons, où il est considéré comme un grand écrivain. Mais c'était une charge énorme que d'adapter Vanity Fair. Donc il a préféré travailler sur les mémoires de Barry Lyndon. Ces mémoires de Barry Lyndon, elles vont être éditées en 1852. C'était au départ un roman feuilleton, comme ça se faisait beaucoup. À l'époque, on éditait par épisode. Et voilà, en 1852, un éditeur réunit tout ça et fait un énorme fresque sur les mémoires fictives de cet ambitieux du XVIIIe siècle. Donc déjà, le roman ne raconte pas l'époque où il a été fait. Hein. C'est déjà un livre rétrospectif. Et ce qui va attirer évidemment Kubrick, c'est un cousinage, un rapport intellectuel qu'il a avec Thackeray, qui est d'être un moraliste. Thackeray fait partie de ces écrivains moralistes. Ils ne sont pas des gens qui font la morale, mais qui analysent avec une certaine distance, amusée, mais aussi une compassion, peu de jugement, mais qui est obligé de montrer la nature humaine telle qu'elle est, tout à fait Kubrick. Donc c'était assez logique que son chemin croise celui de ce romancier. Et il adapte donc, en faisant beaucoup de coupes, un gros travail, Barry Lyndon, les mémoires de Barry Lyndon. Alors, effectivement, ce film, bien que très peu vu, paradoxalement, c'est la porte d'entrée idéale pour toute l'œuvre de Kubrick, parce que vous avez tous les thèmes, toute la vision de l'homme et de la société de Kubrick sont dans ce film. Donc je ne vais pas ni le temps, ni surtout pas vous laisser vous frustrer en tous vous les citant, mais c'est vraiment une porte d'entrée idéale pour découvrir tout son cinéma, avec un petit plus d'humanité et de compassion qu'on lui connaît moins dans d'autres films. Alors, le personnage central, c'est ça qui va intéresser Kubrick. Si vous avez déjà vu certains films de lui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le phénomène d'identification, si commun au cinéma, où il consiste à se projeter dans le personnage principal, c'est assez difficile quand même, globalement, avec ces films. Et on est toujours entre le dégoût, la haine, mais aussi les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font, toujours, donc il n'y a pas de jugement, mais la vision est globalement très dure de l'humanité. Et Barry Lyndon, Raymond Barry plutôt, il deviendra Barry Lyndon au cours du film, c'est le héros kubrickien par excellence. Et on est constamment partagé entre l'admiration, la haine, la détestation, la compassion. Envers ce personnage, il n'y a aucune réponse facile, aucun jugement moral facile sur ce personnage, comme tous les autres personnages du film. Alors, évidemment, il va faire appel à des grands acteurs. Il a ce sens du casting unique. Vous allez voir, ces personnages, notamment beaucoup les personnages secondaires, sont directement tirés
les tableaux qui passent derrière vous. Mais les deux personnages principaux, c'est bien sûr Raymond Barry, interprété par Ryan O'Neal. Kubrick a toujours voulu Ryan O'Neal pour jouer ce rôle. D'abord pour sa prestance physique. Pour lui, il était indispensable que ce personnage soit un séducteur, et surtout une séduction immédiate, irrésistible. Ça fait partie des armes de Raymond Barry. Et puis, Ryan O'Neal est un acteur plutôt instinctif, hein, c'est pas un acteur studio, et il y avait une espèce de rapport très direct aux émotions qui pour lui était important, surtout pour ce personnage un peu décalé, parce qu'une des clés du film et un des aspects du film, c'est aussi un chien dans un jeu de quilles, quelqu'un qui vient d'un autre monde et qui va avec grande difficulté, essayer de s'intégrer à la haute société, alors qu'il a eu beaucoup plus de succès sur les champs de bataille, mais c'est autre chose, le combat familial, les luttes familiales et les luttes sociales sont autrement plus redoutables. Donc il est une personnalité exogène, extérieure, et il n'est pas innocent que le rôle est interprété par un Américain, alors certes d'origine irlandaise, mais il était américain, et dans l'esprit de Kubrick, pratiquement tout le reste du casting, par Marisa Berenson, qui est binationale, enfin qui a double origine, sont des Anglais. Donc évidemment, c'est pas innocent non plus de poser un acteur américain pour jouer un Irlandais en but contre la société anglaise. C'était une manière assez intelligente de transcrire, donner une modernité au rôle. Et puis Marisa Berenson, également choisie pour son physique incroyable, et aussi pour défendre un rôle très difficile, un rôle pivot dans le film, un rôle un peu dur à interpréter, dur au sens où c'est un personnage dont on ne sait pas si on doit la plaindre, se dire qu'elle a bien ce qu'elle cherche, un personnage très, très difficile, très ambigu. C'est une femme trophée, c'est une femme humiliée, et en même temps elle est l'esprit du film, c'est-à-dire que cet esprit de tristesse, de mélancolie sur la destinée humaine est complètement incarné dans ce personnage. Donc un rôle pas évident. Kubrick l'avait remarqué dans Cabaret. Elle commençait à peine sa carrière d'actrice, hein, c'était un ancien mannequin, et elle avait eu, un peu par hasard, elle a été découverte par Visconti qui lui donnait un petit rôle au début de Mort à Venise. Oui, c'est ça, si vous vous souvenez, dans les flashbacks du début, elle a un tout petit rôle. Et c'est surtout dans Cabaret, où elle a un rôle un peu plus conséquent, que Kubrick va la remarquer. Donc, Lady Lyndon, Raymond Barry, tous ces personnages sont contradictoires et tous les autres personnages sont pareils. Et le problème dans ce film, et c'est ce qui donne une émotion particulièrement tragique, c'est ça que cherchait Kubrick, il ne voulait pas faire un mélodrame, mais vraiment une tragédie, c'est que tout le monde est un peu embarqué par ses passions, ses raisons, et tout le monde a tout à fait la légitimité d'agir comme il agit. Donc on ne peut vraiment condamner personne, pas plus Lord Bullingdon, le beau-fils, Madame Berry, des personnages même très secondaires comme le révérend Runt, vous verrez, vous les découvrirez tous. Voilà, sont des personnages ambivalents, parce que la nature humaine est ambivalente, et Kubrick dit toujours qu'il voulait dépeindre la nature humaine telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc tout ça dans un cadre très particulier, le XVIIIe siècle. Et comme toujours, au-delà du propos qu'il veut tenir, Kubrick, c'est un défi esthétique, un défi technique toujours très fort. En l'occurrence, recréer le XVIIIe siècle. Il avait un mot absolument magnifique. Il avait coutume de dire, et lui faisait ce parallèle très fort avec son travail sur 2001, il disait la science-fiction et les films historiques, c'est la même chose. On essaie de recréer quelque chose d'impossible, qui n'existe pas. C'est tellement loin de nous que c'est aussi compliqué que d'extrapoler sur le futur. Donc il faut imposer sa vision, et en même temps, comme toujours chez Kubrick, le faire de façon très documentée, très précise. Comme souvent, il était insatisfait de ce qui avait été fait avant lui, et notamment sur le travail de reconstitution. En gros, pour lui, c'était un bal masqué un peu sophistiqué, les films en costume avant. Et lui, il voulait nous envoyer directement au XVIIIe siècle. Donc il va faire un travail très important de recherche iconographique, avec surtout des peintres anglais, alors principalement ceux qu'on a sélectionnés, Thomas Gainsborough, Hogarth, et puis également un grand portraitiste. Et tous ces trois peintres vont l'influencer particulièrement, et il va composer des silhouettes, ça va l'influencer sur le cadre, sur les postures des personnages dans l'espace, et surtout sur la précision historique des costumes, des décors. Il va travailler avec Ken Adam. Ken Adam, c'est un grand décorateur qui a surtout travaillé sur les James Bond, il est surtout connu pour ça, mais aussi sur Dr. Folamour, où il a fait un travail particulièrement remarquable avec Kubrick. Là, c'est un petit peu différent, c'est un travail d'explorateur, il va repérer, comme d'habitude chez Kubrick, tout cela est fait avec une grande méticulosité, des dizaines, des centaines de châteaux, de demeures en Angleterre, en Irlande, en Allemagne un petit peu, la demeure des Lyndon,
dans lequel se passe la plus grande part de la deuxième partie, en fait un patchwork d'une dizaine de châteaux différents. Donc un énorme travail pour servir évidemment la vision de Kubrick. Autre dimension fondamentale, la lumière. Qui n'est pas celle des tableaux. Donc on est bien au cinéma, on ne va pas visiter une galerie, on ne va pas faire du théâtre filmé. Malgré cet énorme travail de recherche, Kubrick va imposer son travail, sa vision de la lumière, avec un aspect très connu qui est le fameux éclairage aux bougies, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il a fait adapter, je n'en dirai pas plus, je ne suis pas assez technicien, mais les objectifs Zeiss, c'est marque, qui étaient des objectifs ultra rapides faits pour la NASA, le lien avec 2001 toujours, et il va les adapter au travail de prise de vue, et à la fois en traitant la pellicule et en travaillant avec ce type d'objectif, il va réellement composer un éclairage à la bougie. Il voulait redonner l'impression, essayer de recréer cette sensation qui devait être très particulière, effectivement, d'intérieur nocturne sans électricité. Mais aussi sur la lumière naturelle. Il va travailler avec donc John Alcott, son grand complice, qui va signer 3 films successifs en tant que chef opérateur. Orange Mécanique, Barry Lyndon et Shining, les 3 à la suite. Et il va, avec John Alcott, il va travailler aussi sur la lumière naturelle en essayant d'utiliser le moins possible d'éclairage supplémentaire, en jouant avec des déflecteurs, encore une fois avec le traitement de la pellicule, pour obtenir un résultat que personne n'a refait depuis, tant ça demandait de travail et de précision. Et puis le dernier élément, c'est la musique, enfin la bande-son, devrais-je dire en général. C'est un film extrêmement peu bavard, ce qui peut dorénavant est définitivement l'exclut d'être un film littéraire, comme on a pu l'entendre dire, ou théâtral. Les moments les plus forts, les plus intenses sont tous muets dans ce film. Par contre, la musique parle beaucoup, et Kubrick, on connaît l'importance de la musique dans ses films, et là, elle va prendre une dimension particulièrement forte. Ça va être le premier, par Amadeus, je ne vois pas d'autres exemples, où la musique classique va vraiment être utilisée comme musique de film, comme musique dramatique, avec 2 exemples célèbres. D'ailleurs, il va contribuer à faire rendre célèbres des musiques de film. Tout d'abord, la Sarabande d'Handel, qui était au départ une œuvre pour clavecin ou piano, en tout cas pour clavier, et que Leonard Rosenman, qui n'était pas un chef d'orchestre classique, qui était un compositeur de musique de film, c'est pas pour rien qu'il l'a choisi, va adapter pour en faire toute une série de variations orchestrales qui vont accompagner tous les moments les plus forts du film. Et puis le trio de Schubert, qui est devenu aussi célèbre, trio opus 100 de Schubert, qui est devenu également célèbre grâce à lui, qui était lui gardé tel quel, mais qui est pour lui, le sens du tragique, du dramatique, il est d'ailleurs complètement associé à Lady Lyndon, vous verrez. Et évidemment, Kubrick, c'est là, on ne peut pas considérer qu'il a fait un travail de conservateur de musée ou d'organisateur de concerts classiques. Il va un peu tricher, parce qu'il considérait que dans le XVIIIe siècle, il a évidemment tout écouté, il n'avait rien trouvé qui donnait ce sentiment de gâchis, de destinée tragique, si ce n'est une musique de 1814-15 de Schubert, donc évidemment pas une musique, c'est pas Vivaldi, c'est pas Handel, c'est pas la musique que sont censés écouter ou jouer les personnages. Mais évidemment, elles se font parfaitement, puisque ce qui compte, c'est toujours avec lui l'efficacité esthétique et dramatique. Donc voilà, ces deux exemples prouvent le travail particulier qu'il a fait avec la musique, qui est resté célèbre, parce que longtemps la musique du film a été plus célèbre que les images elles-mêmes ou que le film lui-même. Un dernier élément sur la bande-son, c'est la voix off, qui est ce petit parfum de littérature, mais très lointain comme ça, avec une superbe narrateur avec une voix magnifique. Si vous êtes amoureux de la langue anglaise, ça va être un enchantement en tant que tel. Et il va faire surtout un usage de la voix off, puisque les personnages parlent assez peu, particulièrement fin, particulièrement subtil. D'abord, il va faire avancer l'action très vite, parce que Kubrick, justement, c'est ce qui est aussi un peu étonné à l'époque, n'a pas fait un roman picaresque plein d'énergie, même s'il y a de l'action, surtout dans la première partie du film. Donc, les histoires de cavalcade, d'intrigues trop compliquées, c'est dit en 3 phrases et c'est terminé, pour pouvoir mieux se concentrer sur les états d'âme des personnages. Et puis, encore plus raffinée, cette voix va changer de statut, elle va, surtout dans la première partie du film, avoir ce côté un peu cynique, cette lecture très cruelle de ce qui se passe entre les personnages, va dénoncer tout ce qui est hypocrisie dans les rapports humains, donc rejoignant ici plutôt l'esprit du moraliste. Et petit à petit, elle va faire quelque chose qui ne se fait pas du tout au cinéma, c'est qu'elle va annoncer ce qui va se passer. Alors ça, dans le cinéma plus traditionnel, on aime bien plutôt prendre les gens par surprise, et toujours encore pour renforcer cette idée de destinée tragique et faire monter l'émotion, mais la vraie émotion, justement, pas la sensiblerie qui passe son temps à dégommer dans la première partie, la vraie émotion pure, quand les masques tombent, quand la tragédie advient, autant prévenir les spectateurs, car
c'est la destinée de chacun. Donc il y a une force comme ça du destin très très forte par cet usage très original de la voix off. On va commencer le film, je vous laisse admirer tout ça. Une poignée de précision technique. Le film dure 3 heures. À l'époque, pour des raisons... au Seigneur des Anneaux aussi, hein, donc on peut quand même voir Barry Lyndon. On en a vu d'autres, des films de 3 heures depuis. Mais surtout à l'époque, pour des raisons techniques, le film s'interrompait. Et puis pour des raisons pratiques sociales du cinéma. Et puis on faisait une petite entracte. On reprenait Kubrick, très perfectionniste, avait tout prévu. Il avait même prévu un petit carton entracte entre les deux parties, parfaitement symétriques, de 2 fois 1h30. C'est toujours ça, une extrême rigueur. Comme pour 2001, si vous avez l'occasion de venir, le film est évidemment ici projeté dans son intégralité. Magie ne sera pas brisée. En revanche, le carton entracte, pour un respect de l'œuvre, est conservé. Donc ne soyez pas étonnés de voir apparaître un entracte quelques secondes qui n'aura pas lieu. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Je vous laisse maintenant avec Barry Lyndon, qu'un critique de l'époque, qui n'avait pas du tout aimé le film, avait qualifié de méditation mélancolique la plus coûteuse jamais produite par Hollywood. Et c'est précisément ce qui aujourd'hui en fait un chef-d'œuvre absolument singulier et une œuvre qui reste unique en son genre. Très bonne projection.